qu'un milliardaire américain, Tusk, a décidé que lui-même voulait créer ses fusées pour faire des lanceurs. Il propose une offre qui est à peu près au même niveau technologique et beaucoup moins cher pour rendre le même service. Donc aujourd'hui, on est dans un univers où les incertitudes sont encore plus fortes que ce qu'elles pouvaient être hier. Je reprends. L'évolution des modèles économiques et sociaux. On voit bien la guerre commerciale dans laquelle s'est lancé Donald Trump. Il faut permettre à chacun, grand public, chercheurs, décideurs publics, de se saisir du débat. Que les gens du numérique ne sont qu'américains, c'est pas une réalité. Les gens du numérique aujourd'hui qui ont la plus forte croissance, ce sont les gens du numérique chinois, et c'est pas neutre sur les évolutions à la fois géopolitiques et économiques mondiales. Il faut se saisir aussi des sujets comme celui central du rôle de la place des femmes et de l'évolution des rapports genrés. Le deuxième objectif du livre, tu le disais également, par l'expertise. Nourrir la réflexion de qui? La réflexion du grand public. Ça me semble réellement un enjeu essentiel dans le contexte actuel. Merci beaucoup. Dans le contexte actuel de remise en cause de la qualité de l'information qui est disponible. On parle beaucoup de fake news, on parle beaucoup de lutte contre les fake news. On a une proposition de loi en France qui passera sans doute au mois d'août devant le Parlement en session extraordinaire de comment on va lutter contre les fausses informations. Un des moyens les plus forts de lutter contre les fausses informations, c'est de trouver les moyens de valoriser et de mettre en avant le contenu de qualité. Et pour cela, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui par les journalistes d'adaptation du contenu de ce qui est proposé aux attentes du lectorat. C'est tout le travail qui est fait en France maintenant depuis près d'une dizaine d'années, des décodeurs, de choses extrêmement rapides. On prend un point d'interrogation qui se pose sur une question extrêmement précise, on va le décoder, on va expliquer ce qui est vrai, on va expliquer ce qui est faux. Il y a le travail des journalistes sur des formats plus courts ou sur de la radio, sur des formats podcast vraiment dédiés à des sujets. Et puis il y a un travail à faire du côté des chercheurs de valorisation de l'expertise qui est produite. Et c'est ce à quoi contribue pour moi une collection comme Géopolitique D, c'est-à-dire qu'on est sur une production dans laquelle on peut rentrer par des fiches, par un thème, où chacun peut aller finalement se saisir de la question qui lui importe. Et ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Et cette possibilité d'avoir une vulgarisation au sens extrêmement noble et positif du terme, du travail de la recherche, parce que le travail de la recherche ne doit pas être seulement produit pour nourrir la somme de réflexions qui existent, mais doit être aussi produit pour éclairer le public sur des débats et sur des sujets qui sont d'importance. Et c'est pour moi un point qui est extrêmement fort. Et il faut aussi nourrir la réflexion des politiques, des décideurs publics. En France, on a une caractéristique particulière de nos décideurs publics dans le rapport au monde de la recherche. On a une force en France qui est le fait qu'on a une administration qui est extrêmement bien structurée, qui est extrêmement forte. Et je pense que quand on va un peu partout dans le monde entier, que ce soit en Asie, en Amérique latine ou même aux États-Unis, la solidité de notre administration, de notre fonction publique de carrière, elle se voit tout de suite parce que ça permet d'avoir des personnes extrêmement compétentes, professionnelles, totalement préservées des phénomènes de corruption qui font fonctionner le pays. La limite de ça, c'est qu'on a des décideurs publics, des politiques, des ministres français qui sont avant tout
nourris d'une seule expertise, qui est l'expertise de hauts fonctionnaires, qui ont certes une qualité de formation qui est généraliste, mais qui ont rarement eu un parcours universitaire qui leur a permis de faire de la recherche, de creuser un point de manière extrêmement précise et d'avoir un niveau de réflexion sur des sujets donnés en phase avec ce que peut donner le meilleur de la réflexion dans le domaine universitaire. Et si on veut progresser en France sur la compréhension d'un certain nombre d'enjeux, que ce soit les enjeux économiques, que ce soit les enjeux sociétaux, que ce soit les enjeux éducatifs, il faut nourrir davantage les politiques et les décideurs publics de ce que fait le monde de la recherche. Et on ne peut pas les nourrir en leur disant « allez voir, il y a une thèse de 700 pages qui vient d'être publiée » parce qu'on sait bien que ça ne peut pas fonctionner comme ça au regard du rythme qui est celui dans lequel se déroule l'action publique. Par contre, la capacité à aborder des problématiques, à avoir un point de vue, à avoir un regard qui est proposé par ce type d'ouvrage, par ce type de vulgarisation de ce qui est produit, ça peut être extrêmement utile. Ça peut au moins permettre d'entrer dans une question et puis après de nouer le lien avec le chercheur qui va permettre d'aller beaucoup plus loin. La question qui me semble extrêmement importante aujourd'hui, c'est la question du moment d'expertise. Tu l'as dit, Marie-Cécile, on a tendance aujourd'hui à solliciter de plus en plus le chercheur pour le commentaire et le décryptage immédiat, ce qui est bien, mais ce qui a ses limites. C'est-à-dire que quand vous commentez la façon dont une poignée de main se passe ou la façon dont on peut effacer quelques pellicules d'une épaule sur une veste, vous êtes dans l'anecdotique. C'est bien que les chercheurs soient sollicités pour ça, c'est bien qu'ils soient sollicités pour une analyse à froid, mais ça c'est quelque chose qui se fait de manière assez classique. C'est surtout intéressant quand ils sont sollicités pour une mise en perspective historique des choses en amont, parce que la mise en perspective en amont des choses permet sur le moment d'avoir une bien meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer. Sur le sujet migratoire, on est toujours en train de traiter en France du sujet comme s'il ne fallait pas le prendre à la fois dans son amplitude en termes géographiques et de ce qui se passe en termes d'équilibre entre les continents et comme s'il ne fallait pas le prendre dans une perspective de flux migratoire en France au moins depuis le 19e siècle pour relativiser les choses et pour voir comment on peut traiter la question. En France d'ailleurs comme aux États-Unis, c'est le même type de problématique, ça se pense sur le temps long. Et ça, ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir mobiliser la recherche et l'expertise scientifique avant de prendre des décisions et pas comme commentaire expose des décisions qui sont prises. Il y a un autre sujet un peu plus polémique sur lequel ce type de mise en perspective en amont par la recherche peut être intéressant. C'est le sujet, j'en parle parce qu'il est revenu dans l'actualité aujourd'hui. Il y a 13 départements qui ont demandé une expérimentation du revenu universel. Si vous prenez le sujet du revenu universel, on a pu croire en France que c'était quelque chose qui apparaissait de manière un peu magique au moment d'une campagne présidentielle il y a quelques mois. En réalité, vous avez un sujet qui est traité philosophiquement au niveau européen depuis le début des années 1980, qui est traité dans le débat économique au moins depuis Keynes, et là je remonte pas très tôt, et qui est traité depuis l'ouvrage de l'Utopie dans le débat philosophique depuis le XVIe siècle. Et cette appréhension-là de long terme des sujets par l'expertise, ça permet d'appréhender les choses de manière un peu plus rationnelle, pas comme un facteur forcément d'acceptation ou pas forcément comme un facteur de dénigrement d'un certain nombre d'idées, mais comme un facteur d'appréhension des sujets dans leur complexité. Je vais me permettre de citer, je ne sais pas si ça se fait à l'IRIS, Karl Marx, mais c'est parce que je cite la 11e thèse sur Feuerbach de Marx que je trouve parmi ses réflexions les plus intéressantes, quand il dit « les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, mais ce qui importe, c'est de le transformer ». Le rôle de l'expertise aujourd'hui, c'est justement ce rôle d'articulation des processus de compréhension et des processus de transformation de manière dialectique. C'est-à-dire qu'en aidant l'expertise, en aidant les décideurs publics, en aidant le grand public, en aidant les décideurs économiques dans leur compréhension de la complexité de la réalité et de la complexité des enjeux qui se posent, alors ils ont un pouvoir d'appui à la transformation du monde, et ça c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Je finis pour être dans les temps par une toute petite demande. Moi j'ai besoin, quand le 12 juin sera passé, d'une 41e fiche, donc sur cette rencontre entre Trump
Et Kim Jong-un à Singapour, et notamment, Marie-Cécile, si je peux te demander sur le rôle qu'a joué la Chine dans cette rencontre qui s'annonce historique. Si jamais elle se tient, moi j'essaie de te demander heure par heure si ça va se faire ou pas, mais même en te sollicitant à ce rythme-là, j'arrive pas totalement à comprendre ce qui est en train de se jouer. On n'est plus en cabinet, je te rappelle. Merci beaucoup, Bérangère Cagna, donc, pour enchaîner sur peut-être comment la presse américaine parle du président américain et comment toi, en tant que journaliste française, mais très axée évidemment sur la presse internationale, tu es confrontée au traitement des États-Unis aujourd'hui, hier, peut-être demain. Alors aujourd'hui, c'est très simple, hein. C'est que ça n'arrête pas 5 minutes, quoi. Enfin, il y a sans arrêt. Enfin, le flux, le flot de l'information s'est vraiment accéléré. Et évidemment, avec Donald Trump, ça ne fait que en rajouter. Mais d'abord, je voulais vous dire merci et j'étais très contente d'être ici. Et je voudrais commencer mon allocution en vous annonçant une bonne nouvelle que peut-être vous n'avez pas encore entendue. La bonne nouvelle, c'est que on vient d'assister à 500 jours de grandeur. Alors 500 jours de grandeur, c'est quoi? C'est pas moi qui le dis, c'est la Maison-Blanche qui le dit. En fait, lundi, c'était le 500e jour du mandat de Donald Trump. Et à cette occasion, la Maison-Blanche a sorti un communiqué de presse absolument, je ne sais pas, scintillant, on va dire, parce qu'en plus, il y avait des animations en GIF, voilà, pour nous dire donc qu'on venait d'assister à 500 jours de grandeur. Et ce communiqué de presse, en fait, assez trapu, assez fourni, revenait sur tous les accomplissements qu'a donc fait le président américain depuis son investiture. Et donc, on apprenait dans ce communiqué, on apprend que, par exemple, l'Amérique gagne sur la scène internationale, et notamment en rapport avec le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien. On apprend aussi que Trump a su réaffirmer le leadership américain dans le monde. Voilà. Mais bien sûr, alors quand on est journaliste et de toute façon, même quand on dit ça et qu'on fait un petit pas de côté, on se rend compte évidemment qu'il y a différentes façons de voir la réalité. C'est un peu aussi ce qui arrive avec la présidence Trump depuis le début, c'est depuis donc 500 jours, c'est cette espèce de réalité alternative qui s'est mise en place aux États-Unis. On parle des alternative facts. C'est comme une autre façon de défendre le premier bilan, on va dire, ou de défendre l'action du gouvernement américain. Ça a changé le ton de la communication de la Maison-Blanche, a changé. Les mots utilisés par le site officiel de la Maison-Blanche ont changé. Récemment, le site officiel de la Maison-Blanche mentionnait, noir sur blanc, c'était écrit, il reprenait en fait la formule que Donald Trump avait utilisée pour parler des migrants, et notamment des migrants en provenance du Salvador et des membres de ce qui s'appelle la MS-13, qui est donc un gang d'origine salvadorienne. Et Donald Trump avait utilisé le terme d'animaux. Et la communication officielle de la Maison-Blanche, les communiqués de presse, donc écrits noir sur blanc de la Maison-Blanche, reprennent le terme d'animaux pour parler des migrants salvadoriens aux États-Unis. Voilà, c'est un exemple. Et donc, quand on fait un pas de côté, évidemment, on voit vraiment une autre façon de présenter ces 500 premiers jours de Donald Trump. Donc, en ce moment, en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays d'Europe, mais aussi au Canada, mais aussi au Mexique, le terme qui revient le plus souvent dans les gros titres de la presse, c'est le terme de guerre. C'est Trump déterre la hache de guerre commerciale. Évidemment, c'est suite à la décision donc, de taxer les importations sur l'aluminium et l'acier, donc pris par la Maison-Blanche. L'Europe en avait été exemptée, le Canada également, le Mexique également. Donc Trump a décidé de mettre en place cette taxation. Donc côté européen, par exemple au Royaume-Uni, il y a des titres dans le Guardian, notamment, il y avait un titre disant « La guerre commerciale de Trump menace la paix mondiale ». C'est un peu l'inverse de ce qu'on voyait dans le communiqué de la Maison-Blanche. En Allemagne, il y a une façon un peu de renvoyer les États-Unis et l'Europe dos à dos. Donc c'est un peu Die Welt, par exemple, donc le quotidien allemand Die Welt, titrait America First contre United Europe. Donc l'Amérique d'abord contre l'Europe unie. Une sorte de pied de nez un peu au slogan de Donald Trump de mettre l'Amérique d'abord. Mais ce qui est très étonnant, alors moi je m'occupe de l'Amérique du Nord, un courrier international, ça veut dire des États-Unis et du Canada. Alors évidemment, c'est très souvent les États-Unis, c'est moins souvent le Canada. J'essaye quand même d'y faire attention. Et on a également sur place un journaliste
qui travaille au Canada et qui nous envoie des sélections de la presse canadienne, donc qui nous aide à suivre l'actualité canadienne. Et ce que je remarque là depuis quelques jours, et c'est assez étonnant, c'est assez rare dans la presse canadienne, c'est finalement la presse canadienne, qu'elle soit anglophone ou francophone, plutôt anglophone, là je dirais ces derniers temps, c'est la presse canadienne qui est la plus critique et la plus sévère, les titres sont les plus sévères envers l'Amérique de Trump. Et donc ça donne par exemple, Trump poursuit son assaut contre l'Occident. Et le Canada, donc très fâché par l'imposition des droits de douane donc sur l'acier et l'aluminium de la part de son grand voisin. Il y a toujours eu quand même, et on le sait, une relation assez, forcément, assez proche, assez forte entre les deux pays. Et donc au Canada, c'est vraiment vécu, c'est vraiment expliqué, c'est expliqué aux lecteurs, donc par le Globe and Mail, qui est le plus grand quotidien de Toronto, donc le côté anglophone du Canada. C'est expliqué comme vraiment une façon qu'a Trump de détricoter l'Occident. Ça veut dire vraiment d'essayer de mettre à mal tout ce qui faisait en fait les fondations, les fondements du bloc occidental. Et du coup, par exemple, le Globe and Mail, dans plusieurs de ses articles, des articles de chroniqueurs, revient sur l'histoire en fait notamment même de l'Europe, en expliquant les accords de Bretton Woods, en expliquant la communauté européenne du charbon et de l'acier, et donc tous les précédents. Et ça, c'est vrai que ça me fait penser un peu à ce que disait Agathe sur le livre de Marie-Cécile Nave. C'est cette importance aujourd'hui, je trouve, moi, pour comprendre aussi l'Amérique de Trump et ce qui est en train de se jouer et les changements qu'on voit à l'œuvre, de revenir un peu sur l'histoire. Et c'est quand même très pratique d'avoir un aide-mémoire de temps en temps, de se rappeler comment étaient les États-Unis à leur fondation, quelle était leur politique, comment ça a évolué. Donc c'est assez utile. Et voilà, et sinon, côté mexicain, évidemment, c'est pareil. Hein, la réception de la guerre commerciale de Trump n'est pas très bonne. Et là, c'est plutôt l'aspect de l'enterrement de l'ALENA, de la fin de l'ALENA, qui est mis en avant. Donc l'ALENA étant l'accord de libre-échange nord-américain, qui jusqu'ici donc liait commercialement les trois pays du continent. Donc voilà. Alors après, pour le côté peut-être un peu plus général, et pour reprendre un peu ce que tu disais, Marie-Cécile, c'est là ce qu'on voit aussi de l'étranger assez facilement, c'est comment Donald Trump arrive à dicter l'agenda international. Mais ça, c'est vraiment, je veux dire, si je reviens sur la séquence qu'on vient juste de vivre, tu en as parlé un peu tout à l'heure, Marie-Cécile, depuis la fin du mois d'avril, c'est bien simple, ça n'a pas arrêté. Alors, si vous voulez, je peux vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, ça a commencé... c'est un peu arbitraire. Hein. J'ai décidé de commencer par la fin avril et moi-même, j'ai dû réviser parce que les événements se bousculent tellement que même moi, j'oublie ce qui s'est passé il y a 3 semaines hein, parce qu'il y a trop de choses. Et donc, moi, j'ai décidé de commencer à la fin du mois d'avril. Donc, il y a eu la visite d'État d'Emmanuel Macron donc à Washington. C'était 23, 24, 25 avril. C'était la première visite d'État d'un chef d'État étranger aux États-Unis. Donc, c'était un honneur qui était fait à Emmanuel Macron par Donald Trump. Et c'était assez saisissant, quoi, ce qu'on a pu voir, le spectacle auquel on a pu assister, en tout cas à la télévision en direct. C'était vraiment une mise en scène de l'amitié franco-américaine avec une effusion d'embrassades, d'accolades. Enfin, c'était assez frappant. Les médias français étaient sur le pied de guerre pour couvrir ça. Il fallait absolument couvrir en direct. Moi, j'ai été sollicité, je suis loin d'être la seule, mais j'ai été énormément sollicité pour aller parler à la télévision. Ce que disait aussi Agathe Cagé tout à l'heure, de venir commenter en direct les pellicules sur l'épaule d'Emmanuel Macron, sur l'embrassade, sur la façon dont Trump avait de tirer Emmanuel Macron par la main, voire même parfois des commentaires sur la tenue des First Ladies, ce qui n'est pas tout à fait mon domaine d'expertise, mais bon. Donc il y avait vraiment donc voilà, il y a eu tout d'un coup, on en a beaucoup entendu parler, et puis on a oublié quasiment aussi vite parce que les choses se sont précipitées derrière, quoi. Quasiment. Alors pareil, hein, j'étais obligée de réviser pour vous dire, mais 12 jours après, donc le 8 mai, c'est là où on a appris que Trump décidait de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Donc 12 jours après, c'est quand même une séquence assez courte, d'autant qu'effectivement, comme l'a dit Marie-Cécile, l'accord sur le nucléaire iranien était un des enjeux de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington. Il était, à l'époque de la visite d'État, on disait que le président français allait essayer de faire entendre raison, qu'il avait l'oreille de Donald Trump, qu'il allait essayer de faire entendre raison à Donald Trump et de faire en sorte que celui-ci reste dans un accord
conjoint qui concerne quand même beaucoup de pays et qui, jusque-là, en tout cas, c'est ce que défend l'Union européenne, qui, jusque-là, avait marché. Trump, lui, il parle d'un accord pourri, ce sont vraiment ses mots, et d'un accord horrible. Et le terme « accord horrible » est repris dans le communiqué de la Maison-Blanche, noir sur blanc, pour dire que le leadership américain s'est amélioré sur la scène internationale. Mais voilà, ça ne s'arrête pas là, parce que le 14 mai, il y a eu le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, avec les répercussions que l'on sait. Donc toujours aussi cette façon un peu de dicter l'agenda, c'est-à-dire on s'est à peine remis de la nouvelle que Trump sortait de l'accord, de l'accord sur le nucléaire iranien, pour plonger dans le conflit israélo-palestinien directement. Et pareil, la séquence a été balayée, mais extrêmement rapidement, par les effets d'annonce de Donald Trump sur le sommet avec Kim Jong-un. Donc il y a eu, je crois que c'était vers le 20, quelque chose comme le 24 mai peut-être, la première annonce et la fameuse lettre adressée donc à Kim Jong-un par la Maison-Blanche disant donc que le sommet de Singapour était annulé. Et 6 jours après, recoup de théâtre, Trump annonçant que finalement, le sommet du 12 juin, donc le 12 juin, c'est quand même dans 6 jours, hein, allait donc avoir lieu. Donc finalement, il aura donc a priori bien lieu. Cela étant, on ne sait absolument pas ce qui va s'y passer. Enfin, ça reste quand même assez mystérieux. Je pense qu'il y a une certaine agitation un peu dans toutes les chancelleries du monde pour savoir comment s'adapter à ce sommet donc, qui promet d'être historique, même si il n'en ressort pas grand-chose. Hein. En tout cas, c'est la première fois qu'un président américain en exercice va rencontrer le président nord-coréen. Donc voilà, et c'est vrai que c'est aussi assez rigolo de lire les articles publiés par la presse américaine ou par la presse hongkongaise sur la difficulté de monter un tel sommet en si peu de temps, avec des enjeux aussi énormes, et même la difficulté à tous les niveaux, hein, difficulté diplomatique, difficulté de sécurité, enfin tout est absolument, enfin c'est assez rigolo. Donc voilà, et donc il y a vraiment cette actualité extrêmement rapide, extrêmement donc dictée par Donald Trump, et ça évidemment ça a des conséquences sur la façon dont les États-Unis sont perçus dans le monde. Ça, c'est quelque chose qui inquiétait beaucoup les experts américains et les journalistes américains également depuis le début du mandat de Trump. Il y avait déjà, on sentait cette espèce de dire quel effet va avoir Trump après ce que certains ont pu appeler l'intermède Obama, avec cette façon qu'avait Obama d'une certaine façon de rayonner un peu dans le monde entier, l'Obamania qu'il y a pu avoir en France par exemple, mais on était loin d'être le seul pays où il y avait une sorte d'engouement, en tout cas le premier mandat d'Obama. Peut-être qu'après ça s'est un peu calmé quand même, mais donc après ces 8 ans d'Obama, donc tout le monde s'inquiétait un peu de savoir quelle image allait projeter l'Amérique à l'extérieur de ses frontières avec quelqu'un comme Donald Trump à sa tête. Et on commence, et les journalistes américains s'en font l'écho, il commence à y avoir des sondages sur l'image des États-Unis dans le monde, sur la confiance des différents pays, que différents pays accordent au leadership américain dans le monde. Et donc là, par exemple, il y a un sondage qui revient un petit peu dans la presse américaine ou dans la bouche des experts américains, qui est un sondage de l'Institut Gallup, qui est sorti au mois de janvier, qui avait été fait pour les 1 an de Trump à la Maison-Blanche. Et donc ce sondage montre effectivement une chute de la confiance dans le leadership américain dans la plupart des pays du monde. Et c'est une chute qui est assez importante. On est passé de 48% sous Obama de confiance donc, dans le leadership américain dans le monde à 30% aujourd'hui sous Trump. Mais les chiffres les plus forts, c'est évidemment les chiffres de désapprobation par rapport à Trump. En tout cas, lui, l'Institut Gallup souligne que c'est la plus grosse chute sur donc, ce taux de confiance dans le leadership américain. C'est la plus grosse chute historique jamais enregistrée. Et voilà, et il y a alors, ce qui est assez attendu d'une certaine façon, c'est qu'il y a certains pays où c'est plus fort que d'autres. Et donc ces pays-là, c'est beaucoup dans la vieille Europe, comme on dit aux États-Unis. Ça, c'est beaucoup dans la vieille Europe qu'on les trouve. Donc c'est beaucoup en Allemagne, c'est beaucoup en France, où les chiffres
oui, d'impopularité, on va dire, des États-Unis sont les plus forts. Mais il y a aussi, là aussi, une bonne nouvelle, une sorte de bonne nouvelle en forme de pirouette. C'est qu'il y a aussi, et ils sont assez peu, mais quelques pays dans le monde où le taux d'approbation ou le taux de confiance dans le leadership américain a enregistré une courbe inverse. Donc il y a 3 pays, notamment. Alors on a, évidemment, hein, là ça se base sur un seul sondage, donc il est bien sûr trop tôt pour en faire une vérité absolue, mais c'est quand même assez amusant de voir que les pays dans lesquels ça augmente, c'est Israël, la Russie et la Corée du Sud. Et après, ce que je trouvais assez intéressant, pour revenir peut-être plus sur le côté géopolitique, et l'Institut Gallup sur cette perte de confiance dans le leadership américain l'explique assez bien. Et bien sûr, tous les experts en géopolitique qui s'expriment dans les journaux américains l'expliquent assez bien. C'est ce qui fait peur. Il y a quand même une chose qui a changé dans la façon dont les pays étrangers, dont la France, dont tous ceux que j'ai cités, beaucoup de pays dans le monde, ne craignent plus, comme à l'époque de George W. Bush, le côté très, très hégémonique de la superpuissance américaine qui allait intervenir aux 4 coins du globe. Et par exemple, en Europe, aujourd'hui, ça, c'est ce que souligne la presse américaine, mais je trouve ce que soulignent les journaux américains, et que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils disent qu'en Europe, aujourd'hui, ce que finalement les Européens craignent le plus, et notamment les pays d'Europe qui sont peut-être à l'origine de la création de l'Union européenne, ce qu'ils craignent le plus de la part des États-Unis aujourd'hui, c'est ce désengagement de l'alliance transatlantique, ce désengagement des institutions, enfin le côté allié qui est en train de disparaître. Et ça, c'est vraiment une sorte de saut dans l'inconnu quand même. C'était quand même l'architecture qui a été la plus importante sur les 40 dernières années, en tout cas en ce qui concerne l'Occident. Donc voilà. Merci beaucoup. We can switch to you now. Vous allez parler en français. Je vais quand même tenter, oui. C'est bon pour ça, vous faites practice. En tout cas, c'est la première fois que j'interviens à l'IRIS, donc je suis très content d'être là. Et je tiens à remercier Marie-Cécile pour avoir pensé à moi. Juste pour me situer, est-ce qu'il y a des Américains dans la salle? Aucun? Donc, je suis absolument seul face à toute une salle d'Européens et autres. Je vais quand même tenter de tenir un tout petit peu. Je note par ailleurs, et je présume que c'était volontaire, qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est l'anniversaire du débarquement en Normandie. Vous avez suivi peut-être que après certains propos qui étaient mal interprétés en Allemagne de la part de notre ambassadeur, il y a eu un besoin côté département d'État de rassurer les Européens et surtout les Allemands de l'engagement des États-Unis. Et le porte-parole du département de l'État a souligné tous les liens qui unissent l'Allemagne, par exemple, et les États-Unis, et notamment le débarquement en Normandie. Bon. En tout cas, je ne sais pas si le débarquement en Normandie nous unit aux Allemands, mais ça nous unit certainement aux Français. Et je suis très content d'être là, précisément ce jour-ci. J'aimerais bien faire des éloges du livre de Marie-Cécile que j'ai trouvé excellent. Et que je trouve donne une sorte de... C'est un travail de fond sur ce qui se passe aux États-Unis. Ça vous donne les informations dont vous avez besoin pour décrypter des tendances et des courants et des actualités. Pourtant, moi, je ne peux pas m'empêcher de revenir toujours sur Trump. Si vous pensez que vous êtes quand même exposé, beaucoup exposé au président des États-Unis, je peux vous dire qu'aux États-Unis, ce n'est pas un facteur de 10. Il y a vraiment un côté obsessionnel, et dans les médias, et parmi les citoyens, qu'on aime, qu'on n'aime pas, de Trump. Et c'est
c'est la personnalité, mais c'est aussi les changements, et surtout chez ceux qui sont opposés au président, c'est les changements qu'il est en train d'effectuer dans le système américain et surtout sur les normes américaines. Donc, je voulais juste, et je n'ai que 6 petits points, je voulais juste résumer quelques changements dans la politique extérieure des États-Unis de l'avant Trump et puis l'après Trump, qui me semblent des changements qui me semblent pertinents et importants pour comprendre ce qui se passe actuellement aux États-Unis et dans le monde. Premièrement, et ça semble une évidence, mais c'est extrêmement important, c'est la fin de l'idéologie. Et je ne parle pas seulement de l'anticommunisme qui est longtemps guidé notre politique à l'étranger, mais c'est aussi toute une série de ce qu'on appelle democratic values aux États-Unis, des valeurs démocratiques qui ont, dans les administrations républicaines, des administrations démocrates, étaient toujours là. Et donc, on a la démocratie, bien sûr, le libre-échange, les droits humains, un soutien très fort pour un système d'alliance et d'amitié qu'on a tissé pendant des décennies, une reconnaissance, à raison ou à tort, que avec les moyens dont nous disposions, que nous avions une certaine responsabilité, et dans les moments de crise, mais aussi pour construire des institutions. Et un soutien, pas toujours indéfectible, mais un soutien important quand même pour les institutions internationales et le multilatéralisme. Tout cela, c'est peut-être pas disparu, mais tout ça, ce ne sont pas des priorités pour l'administration Trump. Et bon, il y a un certain populisme ou autre, mais là, on ne peut pas parler d'idéologie à proprement parler. Avec ça, et là, on revient toujours à ce président omniprésent, omnimédiatique. C'est une personnalisation extrême, mais extrême de notre politique étrangère. Ça a existé par le passé, et je pensais notamment à Nixon et la Chine. C'était pas le département de l'État qui faisait ça, c'était Nixon lui-même avec Kissinger. Mais on n'a jamais vu un président aussi isolé, finalement, de sa propre administration dans la conduite de sa politique étrangère. Et là, on ne peut même pas parler de la Maison-Blanche, c'est vraiment véritablement Trump lui-même qui fait ça. Allié avec ça, c'est la fin de l'expertise dans notre politique étrangère. Bon, d'accord, je suis ancien diplomate américain, j'ai quitté le département de l'État parce que j'étais opposé à Trump. Je ne suis pas peut-être neutre dans tout ça, mais on a écarté les gens qui connaissent, qu'il s'agisse de la Corée du Nord ou de l'Iran. On ne veut pas écouter les experts, on veut écouter le président et le conseiller du moment. Enfin, le conseiller personnel, pas le conseiller. Et on confie des missions mais hautement importantes à des gens qui n'ont aucune expérience, aucune expérience. Et je pense notamment, et je peux citer des dizaines d'exemples, mais Jared Kushner, un jeune homme de 30 ans qui vient d'une famille une famille riche de gens dans l'immobilier à New York, qui tout d'un coup est confié plusieurs dossiers, dont notamment le Moyen-Orient. Pour moi, c'est ici. Oui, très easy, oui, justement. Donc là, c'est du jamais vu. Par la suite, ce qu'on voit pousser à l'extrême dans la politique étrangère de cette administration, c'est l'importance de la politique domestique dans notre politique étrangère. Ça, c'est toujours présent. Je veux dire, tous les présidents américains, ils ont quand même des intérêts électoraux et tout ça, c'est normal. Et même, je dirais que c'est nécessaire dans une démocratie parce que finalement, le président doit répondre à l'électorat de son pays.
Mais là, on a un président Trump qui, à mon sens, ne semble parfois qu'à ça. Et même, il ne pense pas à l'électorat en général ou aux intérêts des citoyens américains, mais à son électorat personnel. Et ça, c'est aussi assez nouveau. Et donc, si on prend par exemple, on dit ALENA, NAFTA, c'est ça? On pense à ça, ou les impôts, contre, les taxes contre l'acier. C'est pour protéger des ouvriers dans les industries un peu démodées aux États-Unis, qui sont les électeurs type du président. Et à mon sens, c'est peut-être pas forcément ce qui devrait être les premiers objectifs du président. Par la suite, cinquième, et ça, c'est une tendance relativement récente et pas très prononcée, mais une tendance qui m'inquiète beaucoup. Et ça, c'est on commence à voir une certaine tendance à l'exportation du côté partisan de la politique américaine. Et par exemple, il paraît que Steve Bannon avait conseillé le parti de l'extrême droite en Slovénie qui vient de remporter les élections. Il y a ce fameux ambassadeur en Allemagne qui parlait d'encourager les forces populistes en Europe. Ça, normalement, on ne fait pas ça. Et même, on a... Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu d'ingérence américaine, mais de nos jours, surtout chez nos alliés, on a peut-être, on a eu par le passé des préférences, mais franchement, insérer la politique américaine dans un contexte, par exemple, européen, ça me semble nouveau et très dangereux. Et finalement, un autre élément, et ça aussi c'est plus ou moins du jamais vu, il y a une perception ou une réalité, mais à vous de juger, de corruption et de vulnérabilité de l'administration. Un président qui n'a pas renoncé à ses intérêts économiques, un président où il y a beaucoup de doutes sur son intégrité. On prend notamment l'exemple parmi tant d'autres le président qui, à la grande surprise de son administration, a décidé de changer d'avis sur la compagnie chinoise ZTE. Et essayé une compagnie qui a vraiment qui a été condamnée par les États-Unis. Il a décidé à la dernière minute de totalement changer d'avis sur cette compagnie. Et en même temps, sa fille, qui reçoit un patent, c'est un brevet, oui. Enfin, le gouvernement chinois donne des brevets. On a parlé, par exemple, des écoutes où on a eu des gouvernements comme le gouvernement des Émirats, parler de Jared Kushner comme quelqu'un de vulnérable qu'on pouvait manipuler, etc. Ça, l'idée d'avoir une administration qui est faible, qui est influençable pour des raisons personnelles, là aussi, c'est assez dangereux. Donc, on a beau dire que Trump, on devrait parler des éléments fondamentaux, mais vraiment, depuis ces 500 jours, on a eu des changements très importants et quelques changements qui, pour moi, personnellement, sont assez inquiétants. Merci beaucoup, Jeff. On a un tout petit peu de retard, mais on peut prendre un certain nombre de questions ou de commentaires dans la salle. Il y a des micros qui circulent. Paul Arnaud, juriste. Je veux m'adresser peut-être à Monsieur l'ambassadeur ou à cette journaliste de Courrier International. Il se trouve que les États-Unis, ça se dit quelquefois, connaissent un certain retournement sur le long terme en termes économiques. Et la suprématie dont ils disposaient depuis quelques décennies va leur échapper. C'est la raison pour laquelle ils se tournent vers
les pays d'Asie, les pays en seuil de décollage, qui sont déjà décollés. Et je voulais savoir si, quelles que soient les mutations économiques, quelles que soient les mutations personnelles de la présidence de Donald Trump, on aurait toujours des États-Unis qui soient gouvernés par les valeurs de 1945 et les valeurs de la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies était celle qui se fondait sur la dignité des personnes, sur la liberté, sur la paix, sur le progrès, la justice sociale. Est-ce que on aura toujours des États-Unis, quelles que soient les réfactions auxquelles la situation économique ou la situation institutionnelle pourra donner lieu, est-ce qu'on aura toujours ces États-Unis alliés de l'Occident, alliés avec les mêmes valeurs que l'Europe notamment? On va peut-être prendre 2-3 questions et répondre globalement. C'est plus efficace. Michel Champredon, une question sur la relation entre les États-Unis et l'Europe. Depuis 500 jours, quel regard, quelle analyse faites-vous de cette relation entre nos deux continents et les États-Unis et l'Europe? Comment vous pourriez caractériser ces relations et comment vous voyez un peu les évolutions possibles? Merci Camille Sari. Mais est-ce que Donald Trump, finalement, c'est pas une aubaine, finalement? Parce qu'il nous révèle la vraie face des États-Unis. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Non, mais je termine. Moi, je suis économiste, j'ai beaucoup travaillé. Non, mais j'ai travaillé sur les taux de change, sur le dollar, etc. Et il y a toujours une domination américaine, mais qui était plus soft, plus raffinée. On a condamné BNP Paribas à 8 milliards parce qu'ils ont utilisé le dollar. Mais est-ce que finalement, il ne nous apprend pas sur cette domination qui a toujours existé, toutes les guerres en Irak, en Syrie, etc. Robert Kennedy avait dit, avant son assassinat, je veux sortir les États-Unis de cette sauvagerie, parce qu'il fait référence à l'assassinat de Martin Luther King. Donc il y a quand même, je dis, Trump, c'est la caricature moi, je ne parle pas du peuple américain que je respecte, je vais souvent aux États-Unis, je parle de cette politique constante de domination à travers la monnaie, à travers des mécanismes économiques, à travers les organisations de commerce international, à travers toutes les politiques. Moi, je dis, Trump, il n'est pas intervenu militairement en Irak. Donc, on a économisé quand même quelques guerres. Les autres, ils les ont fait pire, mais ils l'ont fait de façon intelligente, avec des bons conseillers, avec une presse, etc. Sauf qu'on a les djihadistes qui viennent jusqu'en France. C'est le résultat des talibans, l'Afghanistan, l'Irak, etc. Tout ça, peut-être que... Est-ce que c'est... Tusk, qui est le président de l'Union européenne, il a dit que c'est peut-être une bonne occasion pour l'Europe de se forger une unité, une défense commune, etc. Oui, on va peut-être commencer parce qu'il y a... C'était une question un peu sur l'Europe ou pas? Parce que comme on a plusieurs questions sur l'Europe. Bon, on va peut-être... Moi, j'ai quelques éléments de réponse sur l'Europe, mais je veux pas... je vais laisser aussi la parole aux autres. Justement, la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui avec... effectivement, l'expression guerre commerciale est pas galvaudée. Tous les regards se tournent vers l'Europe aujourd'hui. Est-ce que... alors, je vois que l'Europe annonce un certain nombre de sanctions en retour, enfin de surtaxes en retour aujourd'hui, mais est-ce que l'Europe va être capable, l'Europe au sens de l'Union européenne, va être capable de parler d'une seule voix pour contrer la décision de Trump de ces surtaxes, notamment en contestant devant l'OMC l'argument qu'il utilise qui est je mets en place des surtaxes au nom de la sécurité nationale ou pas. Et visiblement, c'est pas le cas pour l'instant. C'est pas le cas. Mais
on va voir, mais là-dessus, c'est intéressant parce que finalement, sur ce terrain-là, ça remet en cause la question de l'isolement des États-Unis. Là, les États-Unis de Trump sont peut-être en train de gagner quelque chose, de mettre l'Europe vraiment à genoux. Alors qu'effectivement, on aurait une occasion de s'unir sur le plan économique, mais il y a trop de divergences d'un pays à l'autre en termes de priorités commerciales et de priorités économiques, parce que derrière l'acier, la question c'est celle de l'automobile allemande. Il y a d'autres sujets avec l'Irlande et ces questions ces questions économiques aussi. Donc, on est peut-être face à une occasion manquée, mais il faut toujours espérer. Mais pour l'instant, on n'entend pas. On aurait imaginé peut-être que, à son retour des États-Unis, Macron, qui savait que Trump allait sortir du nucléaire iranien et qui avait sans doute en tête cette idée de sanctions, eh bien, lance des discussions en Europe où se disent voilà, c'est l'occasion pour nous de nous unir et de riposter. Et ça semble quand même compliqué et c'est pas forcément une bonne chose pour l'Europe. Toutes ces questions, quelque part, ça m'attriste profondément. Parce que si je suis là, c'est parce que je crois profondément à l'importance de l'alliance transatlantique. Et j'estime que nous partageons, vous, Européens, et nous, Américains, les mêmes valeurs. Et est-ce qu'on a renoncé à ces valeurs? Non, je ne pense pas. Je pense qu'une partie de la classe politique, peut-être aux États-Unis, n'a pas le courage de ces valeurs pour l'instant, mais on peut toujours espérer qu'on va retrouver notre voie. Mais en même temps, on doit se poser une question. Et ça, c'est quelle est l'alternative de cette alliance, de cet engagement entre l'Europe et les États-Unis, la Chine, la Russie, possible. Et la Chine, certainement, c'est une puissance économique qui va certainement dépasser mon pays assez bientôt. Mais est-ce que vous partagez ces mêmes valeurs avec ces pays-là? Et je le doute, franchement. Donc, la question suivante est est-ce que vous avez la patience de nous attendre? Est-ce que vous pouvez... C'est une vraie question. Combien de jours? C'est parce que dans l'hypothèse horrifiante de 8 ans de Trump, il y a bien des dégâts qui peuvent se faire entre la fin du mandat du président et le présent. Mais en tant qu'Américain, en tant qu'ancien diplomate américain, je vous demande s'il est possible. Unifiez-vous, c'est bien. Pour moi, une Europe forte, c'est dans l'intérêt des États-Unis. Mais attendez-nous parce que j'espère qu'on reviendra. Agathe et Bérangère. Oui, vas-y Bérangère. Oui, non, je voulais juste rajouter justement pour ceux qui veulent patienter, il commence à s'écrire des choses vraiment intéressantes dans la presse anglo-saxonne, donc à la fois canadienne, américaine, anglaise, des réflexions un peu de renouvellement géopolitique autour de toutes ces questions-là. Il y a vraiment des choses intéressantes. Et j'ai lu, par exemple, il n'y a pas longtemps, dans un magazine américain qui s'appelle The Atlantic, un article qui expliquait comment toute cette guerre commerciale de Trump refaisait surgir en Europe, évidemment, le côté désunion de l'Union européenne en ce moment, à savoir qu'il y a quand même toute une série de pays qui sont plus ou moins en train de tourner vers le populisme, vers le nationalisme. Il y a quand même l'Europe de l'Est qui s'éloigne petit à petit. Et donc, ça fait ressortir encore plus fort en Europe la difficulté qu'a l'Union européenne, la grande Union européenne, à s'entendre sur plein de questions.
Et effectivement, ce que disait Marie-Cécile sur le côté, les Allemands qui vont vouloir défendre leur secteur automobile, les Français, chacun un peu pour le côté un peu chacun pour soi. J'ai lu une autre analyse que je trouvais très intéressante, c'était un géopolitologue, enfin un chroniqueur de la presse anglaise qui disait que c'était peut-être le moment pour des puissances moyennes, dont l'Union européenne, justement, de s'affermir un petit peu face à ce qui est en train de se passer, face à la déstabilisation de l'ordre international tel qu'il fonctionnait. Enfin, il y a vraiment, voilà, pour patienter en tout cas, il y a quand même des choses intelligentes qui s'écrivent et qui permettent de remettre un peu en perspective, et y compris sur la question de la domination, mais pas tout à fait dans le sens dont monsieur l'entendait, mais sur il y a des choses qui s'écrivent aussi sur comment Trump et la politique actuelle des États-Unis remet aussi un peu en perspective, mais c'est aussi ce que disait monsieur l'ambassadeur, mais sur le déclin relatif des États-Unis, sur la montée en puissance de la Chine, et sur comment, en attendant peut-être ce basculement s'il se fait, comment les États-Unis essayent de garder quand même une sorte de position dominante en attendant dans un monde plus multipolaire, mais pas encore complètement. Enfin voilà, il y a vraiment des choses intéressantes, voilà, qu'on peut lire en tout cas. La force des États-Unis dans sa relation avec les pays de l'Union européenne, et là je sors la Grande-Bretagne de l'analyse parce que les choses sont trop évidentes sur ce point, c'est que les États-Unis ont toujours su, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, aller parler aux pays européens individuellement pour leur proposer les avantages qu'ils attendaient et établir des relations de manière bilatérale forte avec chacun des pays de l'Union européenne. On ne peut pas comprendre le fait que l'Espagne fasse le choix de partir en Irak avec les États-Unis alors que la France est vent debout contre, sans avoir en tête que c'est les États-Unis qui, dès 1953, allaient sortir l'Espagne de l'isolationnisme, l'Espagne de Franco, en signant des accords, en installant des bases américaines en Espagne en 1953. 50 ans plus tard, il y a un résultat. Quand les États-Unis vont chercher des alliés en Europe, ils ont une Union européenne qui, de toute façon, est extrêmement... ne peut pas avoir un accord parce que les relations militaires que chacun des pays a établies avec les États-Unis sont très différentes. Et on aurait pu avoir une position de l'Union européenne forte, une position sur des principes avec un couple franco-allemand leader sur ce sujet. Mais on n'en avait pas la possibilité parce que les États-Unis avaient su tisser de longue date des relations, par exemple avec l'Espagne, qui conduit l'Espagne à partir en guerre avec eux. Et aujourd'hui, je ne pense pas que l'Union européenne soit plus forte que ce qu'elle était au début des années 2000 dans sa manière de conduire les négociations avec les États-Unis, parce que chacun va défendre, c'est malheureux, mais chacun va aller défendre sa position et sa relation privilégiée sur un domaine réduit avec les États-Unis. On peut dire, certes, du côté de la guerre commerciale, on va avoir peut-être une position unique qui va nous permettre de résister à Donald Trump, mais on peut aussi faire le pari que si, par exemple, les États-Unis exemptaient, ne serait-ce que Total, des sanctions annoncées pour les entreprises qui vont aller travailler en Iran, la France laisserait passer sur tout le reste et laisserait derrière l'Allemagne, les pays d'Europe de l'Est, l'Italie, le Portugal et l'Espagne se débrouiller seuls dans leurs nouvelles négociations commerciales avec les États-Unis. C'est aussi la faiblesse de l'Union européenne, aussi liée à l'intelligence américaine de parler quand il le faut avec l'Union européenne et de parler quand il le faut individuellement à chacun des pays qui la composent. Oui. Bonjour, Patrice Lavis, ingénieur. Vous n'avez pas parlé des deux décisions les plus scandaleuses de Trump. L'une qui a été réalisée, c'est la sortie de l'accord climatique. Et la deuxième, c'est la construction d'un mur de séparation entre le Mexique et les États-Unis. Alors, je ne sais pas où ça en est, mais quelle est la position, quelle est la vue de l'opinion publique américaine sur ces deux décisions spécifiques? Au milieu, là. Oui, bonsoir. Ce serait une question plutôt pour vous, monsieur l'ambassadeur. Que pensez-vous de la société Palantir et de son rôle et de son implication dans le monde, alors qu'il n'y a aucune communication grand public sur cette société Palantir, la société la plus importante dans l'analyse de Big Data à l'heure actuelle, qui permet de collecter via Facebook, LinkedIn et toutes les sociétés américaines la plupart de nos données économiques, politiques, religieuses, toutes les datas du monde, à mes yeux.
Palantir, qui est de Tolkien, une pierre qui permet de tout voir sans être vu. Ok, une troisième question peut-être, et puis... Ah, ok. Merci beaucoup. Pierre-Jean Vendorne, diplomate, ancien ambassadeur, donc je salue mon collègue, même si nous n'avons pas servi au même endroit. Mais j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, vous avez déjà commencé à nous rassurer. Mais quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis sur la question du climat, par exemple, du retrait du climat, il y a quand même une résistance. Vous êtes un grand pays fédéral, avec des gouverneurs, avec un congrès puissant, et le congrès n'est pas unanime. On a le sentiment, pas simplement parce qu'on accueille déjà quelques chercheurs américains en France invités par notre président, qu'il y a une résistance qui s'organise aux États-Unis, et une résistance solide. C'est pas simplement les États-Unis, je suis désolé, les blue collars qui constituent l'électorat de base de M. Trump. Il y a une autre société que nous connaissons un petit peu. Sur l'Europe, je voudrais quand même rappeler, là c'est le vieux diplomate qui le dit, je suis retiré des diplomaties, c'est la première puissance commerciale au monde. Elle a un vrai pouvoir, elle a acquis un vrai pouvoir normatif, pas simplement sur les OGM. Tout ça, ça compte. Et là aussi, je crois qu'on peut trouver, peut-être, entre Européens qui peuvent s'unir au moins sur certains sujets, peut-être pas sur la défense, ils n'ont pas les moyens. Il suffit d'avoir la bombe atomique française pour protéger une partie de l'Europe et ça suffira peut-être. La France n'est pas une grande puissance, mais c'est une puissance, comme disait M. Védrine, et il avait raison. Donc, il y a des ponts, des passerelles qui existent déjà et que l'on peut peut-être consolider entre ces États-Unis résistants face aux dangers que représente Trump, et puis une Europe qui est peut-être moins désunie qu'on a essayé de le dire tout à l'heure, à mon sens en tout cas. Devant, oui. Non, prenez le micro parce que c'est enregistré. Oui, il y a un problème fondamental pour les États-Unis, c'est la défense du dollar, premièrement. Deuxièmement, il y a le problème des dettes souveraines, et l'Europe dépend beaucoup des marchés financiers américains. Il suffit que Merkel, par exemple, a voulu mener une politique un peu à l'écart de l'Amérique, et tout de suite, il y a eu cette menace, entre parenthèses, il y a une menace de crise bancaire terrible. La Deutsche Bank est en faillite totale. Alors, moi, je m'étonne qu'on parle encore comme de la géopolitique, comme on parlait il y a 40 ans. Maintenant, on est dans un autre monde où la finance gouverne tout. C'est elle qui dépend. C'est elle qui décide des guerres, l'intervention au Kosovo. Bon, j'arrête là, parce que c'est beaucoup. Je pourrais être... chez nous, les politiciens qui réussissent, ce sont ceux qui ne font rien du tout. Voilà. Alors, comme ça, ils n'ont pas d'ennui. Vous avez un exemple précis quand vous dites ça? Chirac, les autres. Voilà, il y a même un livre Chirac, qui a été écrit, Ne rien faire en politique, c'est le secret, ne rien changer. Bon. Ah, si on avait su, on n'aurait pas bossé tant. Donc, je vous interpelle sur ce problème des dettes souveraines. Et, non, on ne va pas faire un débat sur Jacques Chirac ce soir. Ok. Moi, je voudrais dire quelque chose. Pardon, je me donne à moi-même la parole. Pour essayer de répondre sur mes sujets de compétences, parce qu'on va très vite et de manière un peu transversale à plusieurs questions. Aujourd'hui, l'Amérique, les États-Unis ont, dans l'histoire récente, toujours été clivés entre une Amérique plutôt de la côte ouest et de la côte est d'un côté, l'Amérique plutôt du Midwest de l'autre. C'est beaucoup plus complexe que ça aujourd'hui, avec la démographie qui change, avec les mobilités d'un État à l'autre au sein même d'une grande ville, au sein même d'un État, le redécoupage électoral, le gerrymandering qui a lieu tous les 10 ans, tout ça c'est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, l'Amérique sous Donald Trump est au moins aussi divisée que sous Obama et sans doute plus, parce que c'est un président qui entretient les clivages, qui mise sur les clivages, qui joue sur les divisions. Mais je voudrais dire quand même qu'il a un taux de popularité qui est autour de 40% aujourd'hui. Donc c'est très faible, hein. Pour les États-Unis, c'est très faible. Mais c'est une forte amélioration. Oui, disons entre 30 et 40. Ok,
Ça dépend des moments. Mais en ce moment, c'est plutôt quand même plus proche des 40. Et donc, il est un peu galvanisé en vue des élections de novembre. Mais l'essentiel de son électorat n'est pas blue collar. L'essentiel de l'électorat de Trump, c'est un électorat plutôt aisé. C'est un électorat traditionnel républicain. Il a gagné 14 points par rapport à Mitt Romney en 2012 chez les électeurs qui gagnent moins de $30,000 par an. Donc c'est un bond considérable. Mais la majorité des électeurs pauvres, pour ceux qui votent, parce que la majorité ne vote pas, mais parmi ceux qui votent, ils votent encore démocrate. Ce qui a fait perdre Clinton, c'est l'abstention. Mais on va encore partir ailleurs. C'est un électorat plutôt riche, quand même, l'électorat de Trump, même si dans les discours qu'il tient, il s'adresse plutôt, effectivement, à l'homme blanc en colère tel que l'a défini Michael Kimmel. Et parce qu'il sait que les autres voteront pour lui. Il sait que la grande réforme fiscale qu'il a promise et qu'il a mise en place, lui assurait le soutien de l'électorat républicain traditionnel. Donc c'est une Amérique clivée. Et sur les questions du mur qui n'est toujours pas construit parce que en fait, il n'y a pas l'argent pour le faire et personne ne veut payer. Il y a quand même des prototypes qui sont visibles. Oui, il y a des prototypes qui sont visibles le long de la frontière. Vous pouvez aller, Vous pouvez aller les voir. Pour aller les voir. Trump avait même parlé de vouloir faire un mur transparent, comme ça on pouvait voir les clandestins arriver de loin. Non, mais c'est vrai, il a dit ça. Et il a prévu les laveurs du mur ou de l'autre côté, alors, juste du côté mexicain, où il avait pensé aussi à un mur avec des panneaux solaires, ce qui pourrait permettre de financer... On rit, mais c'est très sérieux. Et personne ne veut le financer. Le Mexique a dit n'y comptez pas. Et le Congrès, évidemment, ne veut pas sortir 10 à 20 milliards, peut-être plus, de dollars là-dessus. Donc pour l'instant, c'est au point mort pour des questions financières. Mais il n'est pas dit que cette promesse ne se réalisera pas un jour. Et sur la question du climat, vous avez raison. C'est un point dont on n'a pas parlé, mais qui est majeur. Et quand il annonce cette décision le 1er juin 2017, il le fait dans le jardin de la Maison-Blanche. Il dit j'ai été élu par les électeurs de Pittsburgh et pas de Paris. Donc là, il s'adresse à son électorat ouvrier, blanc, plutôt masculin, etc. Et on voit cette Amérique clivée dans le sens où je l'ai dit tout à l'heure brièvement, il y a une mobilisation très forte en faveur de la défense de l'environnement aux États-Unis, du côté des scientifiques, du côté des militants, du côté de certaines villes et de certains États. Et en particulier, la Californie a dit qu'elle respecterait l'accord de 2015 sur le climat, même si c'est compliqué. Elle est aussi contre Trump sur les politiques migratoires. C'est un État sanctuaire avec des villes dites sanctuaires où il refuse d'appliquer... les directives de la police fédérale sur l'expulsion des clandestins. Donc il y a des résistances qui se font jour dans certains États, dans certaines villes, dans une partie de la population, parce que c'est un pays qui est très clivé. C'est pour ça qu'il est fascinant aussi, parce que c'est pas une majorité des Américains qui est pour Trump, c'est pas forcément une majorité qui est contre Trump non plus. Il y a aussi une partie des gens qui essaient juste de vivre au jour le jour. Mais effectivement, du côté de la société civile et des États fédérés et ou des villes, il y a des résistances qui s'organisent. Et moi, je suis très intéressée de voir ce qui va se passer en novembre. Est-ce que tout ceci va se traduire dans les urnes? Est-ce que l'électorat démocrate va se remobiliser pour aller voter contre Trump? Dans les élections intermédiaires qu'on a vues jusqu'ici, il y a un peu d'espoir du côté des démocrates, mais tout est possible parce que 40% d'opinion favorable, quand même, c'est pas rien. Si quelqu'un veut compléter sur les autres thématiques. Juste quelques remarques. En ce qui concerne... On a mentionné deux, trois éléments qui ne dépendent pas finalement totalement du ressort du gouvernement américain. Donc si on parle de la puissance des financiers ou si on parle des sociétés qui manipulent les données des citoyens, ça c'est un monde qui nous dépasse un peu tous, je pense. Et c'est pas seulement l'Amérique, hein, c'est d'autres pays qui sont touchés par ça. Donc
je connais même pas. Donc, si c'est une entreprise secrète qui opère dans les coulisses, c'est vrai que parce que même moi, j'en ai pas entendu parler. Pour le climat, et j'ai pas de statistiques à l'appui, et peut-être Marie-Cécile, vous en avez, mais on peut dire culturellement, on est beaucoup moins sensible aux États-Unis aux questions du climat. On sait qu'il y a le réchauffement planétaire, mais on a un train de vie aux États-Unis qui est beaucoup plus, est-ce qu'on peut dire gaspillé, on vit comme ça, donc pour changer, ça nous demande beaucoup plus d'efforts, et c'est un effort que je pense la plupart des Américains ne sont pas prêts à faire. À tel point que ne parlons pas des accords internationaux, mais Trump, cette semaine, a demandé au réseau d'électricité, les forcer à prendre l'énergie produite par le charbon, même si c'est plus cher. Vous voyez, ça va, non seulement ça n'aide pas avec le réchauffement planétaire, mais il est carrément contre des efforts pour le faire, même s'il y a un intérêt économique. Donc, c'est grave. Quant au mur, on pourrait voir la construction, ne serait-ce qu'une partie du mur, au jour où les républicains sont prêts à faire un marchandage avec les démocrates sur d'autres sujets. Notamment, on parle beaucoup des DACA, donc ce sont des jeunes immigrés qui sont passés aux États-Unis enfants, et que par le passé avaient le droit de rester aux États-Unis. Et donc, s'il y avait un grand accord à faire, les démocrates pourraient se dire, bon, on va lui donner quelques milliards pour construire son mur, on s'en fout, et puis si on peut en tirer quelques profits. Mais autrement, ça n'a aucun intérêt pour personne, sauf le président. Bon, on va conclure, on est presque dans les temps. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus, et puis à une prochaine fois. On est bien. Enchanté, pardon.